Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui, voici ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne marque, et c'est une marque reconnue, même chez nous. Et ça, c'est juste assez incroyable pour une marque chinoise, mais vous la connaissez sûrement pour les PC portables, par exemple, et les PC fixes, et peut-être pas forcément pour les téléphones, peut-être un petit peu pour les tablettes, parce qu'elle commence à arriver chez nous. Mais donc, Lenovo a sorti un téléphone portable très peu cher, le A269i, qui est vraiment juste très peu cher. On peut le trouver dans les 40 € à peu près. Et ce téléphone-là, c'est comme il est d'une grande marque, on peut se dire qu'il doit être à peu près convenable, on sait jamais. Parce que sincèrement, moi j'ai déjà acheté du Lenovo plus d'une fois, que ce soit en ordinateur, en téléphone ou en tout ce que vous voulez. Et j'ai jamais été déçu, mais bon, je l'ai jamais. Oh bon, déjà mauvais signe, ça vient pas de chez Lenovo, ça. C'est le vendeur qui me l'a vendu. Il m'a pas fourni un adaptateur secteur directement de chez nous. Il m'a plutôt laissé l'adaptateur secteur de Lenovo, ce qui est peut-être pas forcément une mauvaise chose, mais il m'a passé un adaptateur ensuite pour le mettre sur une prise européenne qui est très fragile, donc vaudra mieux en acheter un très bon. Voici un petit quelque chose de garantie, je suppose, de chez Lenovo. Donc, le A269i, qu'est-ce que c'est comme téléphone? C'est un téléphone sous Android 2.3, donc oui, ça fait un peu daté, mais bon, on n'est pas obligé, si on a envie d'acheter un téléphone Lenovo, d'acheter un téléphone Lenovo à 40 €, hein. Vous pouvez augmenter votre budget à 60 € et vous aurez un quad-core avec Android 4.2 ou 4.1. Voilà, donc un petit câble micro USB visiblement. Alors qu'est-ce qu'il vaut lui? Au premier abord, la prise de ce câble micro USB a l'air d'être excellemment bien soudée, enfin excellemment bien fixée au fil. Habituellement, c'est à cet endroit-là que ces câbles peu chers qu'on trouve en Chine ont tendance à céder, c'est au niveau du fil tout simplement, et même les chers ont tendance à céder à cet endroit-là. Une notice visiblement, mais en chinois. Faut savoir que ce sont des téléphones qui sont destinés au marché émergent et pas à chez nous, c'est pour ça que on trouvera très certainement pas le français là-dedans. Voici le bloc d'alimentation officiel de Lenovo, avec une prise américaine dessus. Alors je sais pas par quel autre pays ils sont utilisés, hein. Si ça se trouve c'est utilisé, je sais pas, par la Chine eux-mêmes, je sais pas du tout ce qu'ils utilisent. Donc voilà, donc une prise américaine, c'est pour ça qu'il y a cet adaptateur. Donc c'est une bonne chose parce que l'adaptateur secteur Lenovo, hop, voilà, l'adaptateur secteur Lenovo est vraiment de qualité supérieure à ce qu'on a l'habitude de trouver dans les téléphones portables chinois vraiment pas chers. Donc ça c'est sincèrement une très bonne chose. Ensuite, voilà, je crois qu'on a fait le tour là-dedans. Il n'y a plus qu'à sortir le deuxième compartiment. Et voici le téléphone. Donc je disais que c'était un téléphone qui tourne sur Android 2.3, ce qui fait un peu daté, mais en même temps, pour ce genre de gamme-là, où on cherche plus un téléphone qu'un smartphone, en fait, hein, on cherche juste un téléphone avancé plus qu'un smartphone à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, que les jeux, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Tiens, je vois qu'il est fourni avec une sorte de protection. Je sais pas si c'est le vendeur qui fournit ça, ou si c'est Lenovo eux-mêmes qui le fournissent. En tout cas, elle est déjà mise, donc du coup pour la sortir ça va être quelque chose, comme d'habitude. Voilà, donc on va commencer par les coins du bas, ça a l'air d'être ceux qui sont les plus faciles à faire partir. Allez hop, on y va. Allez, voilà. Donc ensuite il y a un protège-écran qui est déjà mis dessus, donc un protège-écran permanent visiblement, ouais c'est ça. Ensuite voilà à quoi il ressemble. Donc il est assez épais, pas forcément le plus épais possible non plus, mais un peu plus épais qu'un iPhone par exemple, si on veut comparer avec un téléphone haut de gamme, ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est complètement ridicule. Donc un appareil photo, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Il y en a pas à l'avant par contre, ça il faudra prendre un téléphone Lenovo avec une gamme un peu plus élevée si vous voulez en avoir un par exemple, pas forcément de chez Lenovo hein, bien entendu, mais je veux dire si c'est cette marque qui vous intéresse. Ensuite vous avez le bouton de volume qui a l'air d'être d'assez bonne qualité, le bouton power qui est tout petit et peut-être pas forcément agréable pour tout le monde, mais en tout cas voilà quoi, lui aussi ça a l'air d'être quelque chose d'assez robuste. Ici nous avons une prise casque standard, vraiment, enfin je veux dire 3,5 mm, hein, c'est-à-dire en gros une prise casque, tout ce qu'il y a de plus bête qui vous permettra de brancher par exemple un casque audio, etc. et pas forcément seulement un kit main libre pour téléphone. Tiens, je vois d'ailleurs que visiblement il n'y a pas de kit main libre qui est fourni avec. Non, il n'y a pas l'air d'y en avoir. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose étant donné la qualité des kits main libres habituellement qui sont donnés avec ce genre de trucs, qui sont tellement de mauvaise qualité qui sont même pas qualité suffisante pour dépanner. Et donc ensuite là nous avons la fameuse prise micro USB, donc tout à fait standard, pouvant être chargée avec absolument n'importe quoi, notamment sur un ordinateur. Alors les deux prises par contre sont du même côté, côte à côte directement, ce que je peux regretter, même si bon c'est un défaut qu'il y a sur énormément de téléphones, ce qu'on peut regretter parce que c'est assez difficile de brancher à la fois un casque et le chargeur si on a vraiment envie de brancher les
les deux à la fois, ce que je fais très rarement de toute façon, mais ce qui peut peut-être être un argument pour vous. On va essayer de l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, comme d'habitude, c'est avec ce genre de téléphone. Ici, il y a une sorte de fente et il faut tirer dessus, etc. Mais moi, personnellement, je préfère passer l'ongle un minimum autour pour pas faire ça de manière trop violente. Toujours peur de casser un truc. Donc voilà. Donc ça commence à s'ouvrir, c'est ouvert. Donc nous avons une batterie là-dedans, une batterie, où est-ce que c'est marqué? Voilà, 1300 mAh, 3,7 volts, ça c'est tout à fait standard, enfin je veux dire 3,7 volts, c'est de toute façon, il n'y a qu'une seule tension qui existe hein, pour ce genre de batterie. Donc 1300 mAh, si c'est réellement le cas, et ça devrait être réellement le cas, eh bien c'est tout à fait honnête, c'est même beaucoup pour un téléphone bas de gamme, donc l'autonomie devrait être plutôt pas mal. La taille de la batterie d'ailleurs tendrait à confirmer que c'est une batterie qui doit être réellement 1300 mAh, parce qu'elle est plutôt grosse pour un téléphone de ce genre. Alors 2 slots carte SIM, et un slot micro SD ici. Donc voilà. Alors ce téléphone, j'ai oublié de dire quand même quelques trucs assez importants, mais vous avez sûrement dû le remarquer à propos notamment de la description de la vidéo ainsi que le titre. Ce téléphone est dual-core. Il a un processeur MTK 6572, donc c'est un dual-core pas trop cher. Il fait la 3G de chez nous, il fait pas que la 3G chinoise, enfin il fait même pas la 3G chinoise je crois. Il y a un deuxième modèle pratiquement identique qui fait que la 3G chinoise, donc faites assez attention. Je crois que c'est la version avec le i qui fait la 3G de chez nous, donc, et la version sans le i, c'est-à-dire vous avez vu le nom du téléphone, c'est 269i ou 100i. La version i c'est la version internationale, elle est faite pour notre 3G à nous. Donc nous avons 2 slots carte SIM, il y en a peut-être un qui fait la 3G et un qui ne le fait pas, donc attention, si vous mettez votre SIM à l'intérieur du mauvais slot, c'est-à-dire ici le slot 2, ici celui-là, il ne fait pas la 3G, donc mettez-la bien dans le slot 1 si vous voulez avoir la 3G sur ce téléphone-là. Donc si vous avez 2 cartes SIM aussi, enfin vous avez une carte SIM pour un forfait et un autre forfait sur une autre carte SIM par exemple, on sait jamais, peut-être que vous faites ça, eh bien n'oubliez pas de mettre celui-là que vous avez envie d'utiliser en 3G dans le bon slot. Ensuite, carte micro SD, vous pouvez sûrement mettre jusqu'à 32 Go. Quand je dis sûrement, ça veut dire que c'est le cas sur tous les téléphones actuellement. C'est ce que je veux dire par là surtout, c'est que si ça se trouve, peut-être que vous pouvez mettre plus de 32 Go. Ça, c'est une possibilité. Mais au moins jusqu'à 32 Go, ça c'est un truc assuré sur tous les téléphones actuels. Donc pour l'instant, j'en ai pas vu un seul qui le faisait pas. Un bouton retour, un bouton home, un bouton menu, logiquement. Donc ici le logo Lenovo, bien entendu, un écran 3,5 pouces. Un écran 3,5 pouces capacitif, bien entendu, et non pas résistif, hein. Le micro se trouve ici, le haut-parleur se trouve ici, et il y a un haut-parleur à l'arrière. Alors pourquoi c'est une bonne chose qu'il y ait un haut-parleur à l'arrière? C'est tout simplement parce que quand vous utilisez votre téléphone en mode haut-parleur, ou tout simplement quand vous faites je sais pas, par exemple un jeu, ou peu importe, ou que vous écoutez de la musique sans avoir branché un casque dessus, le son sortira par là, et non pas par là, ce qui veut dire que la qualité de ce haut-parleur-là sera bien meilleure en appel, et que aussi la qualité en son global, comme ça, environnant, sera meilleure, tout simplement parce qu'il utilisera un haut-parleur dédié pour les volumes très hauts, et non pas fait saturer monstrueusement le haut-parleur de cet endroit-là, comme on peut avoir sur certains téléphones ultra bas de gamme. Donc notamment la contrefaçon d'iPhone que je vous avais montré il y a quelques temps. Donc voilà, je vais tout simplement mettre tout ce qu'il faut là-dedans, et je vais l'allumer, et on va voir ce que ça donne. Et voilà, nous y sommes. Alors, l'écran a l'air d'avoir un angle de vision tout à fait honnête, ou pas plus qu'honnête, hein, il est même juste assez incroyable. Ah, peut-être un petit peu quand on le met un petit peu comme ça, donc on va l'essayer comme ça. Donc ouais, là il y a peut-être un petit peu de... Enfin, je vais regarder si c'est vraiment dérangeant. Ouais, un petit peu dérangeant, c'est pas l'idéal cet écran-là pour regarder un film par exemple. Même si sincèrement, c'est peut-être... Enfin, je veux dire... S'il faudra mieux acheter une gamme un petit peu supérieure. Donc, première chose à voir, est-ce qu'on a le français dedans? Il n'est pas mis par défaut, parce que ça, souvent, le problème avec les téléphones Lenovo, c'est qu'ils ont que l'anglais et le chinois, mais a priori, ça a changé depuis. Alors, je sais pas si c'est qu'ils ont ajouté les langues depuis, ou si c'est tout simplement que les revendeurs ont tendance à fournir plus de langues, tout simplement, enfin, de mettre une ROM alternative dedans. Donc premier truc à voir aussi, c'est est-ce que le clavier lui-même est capable de pouvoir taper en français? Ouais, visiblement, donc je coche français. Il y a une autre langue de cocher en même temps? Non, visiblement. Go Keyboard est installé par défaut, à ce que j'ai vu, ce que je trouve assez étonnant, étant donné que c'est vraiment l'un des pires claviers
qui existent. Enfin, personnellement, je trouve que c'est vraiment une horreur. Il est bourré de pubs, et sincèrement, il s'est fait dépasser par tous les autres claviers alternatifs. Donc je sais pas pourquoi c'est donné avec, mais ça tendrait à prouver que c'est pas une ROM officielle, celle-là. Même si elle est basée sur la ROM officielle, parce que vu il y a le logo Lenovo et tout ça de démarrage, etc. habituellement, enfin je veux dire, c'est pas une ROM qui a été modifiée de fond en comble. Elle utilise le thème Lenovo, etc. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est un thème un peu plus, disons, enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là. C'est un thème un petit peu plus pastel que ce qu'il y a habituellement sur les téléphones Android. Après, tous les téléphones Lenovo n'ont pas forcément ce thème-là. Alors j'étais en luminosité maximum a priori. Alors la luminosité maximum est pas si forte que ça, mais largement suffisante à mon avis. Pour aider la caméra, on va mettre en luminosité intermédiaire. Donc regardons ce qu'il y a dans les trucs là-haut. Donc là nous avons la luminosité, le délai d'attente c'est le temps que ça met avant que ça s'éteigne tout seul automatiquement. Nous avons la rotation automatique de l'écran que l'on peut activer ou désactiver à partir de là, le Wi-Fi, les données téléphoniques, c'est-à-dire en gros si vous avez un petit forfait vous pouvez désactiver la 3G par là pour avoir que le téléphone et les SMS, le mode avion bien entendu, et les différents profils audio, général, silencieux, réunion et extérieur. C'est parfait d'avoir tous ces raccourcis à partir de là. Dans le menu d'arrêt, alors le menu d'arrêt est un peu bizarre à ce que je vois, parce qu'il a une... Alors ça c'est marrant ça qu'il loge pas. Je suppose que c'est à cause du français que ça loge pas en un seul coup. Bon, c'est pas trop dérangeant, mais c'est un détail qui tue et qui est un peu bizarre. Donc le mode avion, le silencieux, etc. Oui, ça prouverait que c'est bien Android 2.3 bien entendu. Donc l'appareil photo, alors ça on testera un peu plus tard. Enfin, je testerai un peu plus tard la qualité que ça donne. A priori, ouais, c'est pas trop pourri, mais on va voir ce que ça donne. Comme vous l'avez vu, l'appareil photo est vraiment très bon. Par contre, il faut pas trop bouger, sinon ça devient flou. Dans la qualité maximale, en tout cas, parce que peut-être qu'en baissant la qualité, ça pose plus ce problème-là. Et vous voyez aussi que au niveau de la caméra, bah, ça fonctionne aussi très bien. Et je trouve que c'est un très bon compromis de virer la caméra frontale toute pourrie qu'il y a habituellement dans les téléphones de cette gamme-là, et de mettre juste une caméra à l'arrière, mais une bonne, au lieu de mettre deux caméras pourries. Donc l'application téléphone, oui, ok, comme d'habitude, pas de soucis, c'est bien Android, hop, ça met bien entendu au même endroit, le truc des SMS, ok, pas de problème, on y est. Donc pour le clavier, tiens, on va faire un petit test. Donc nous sommes en QWERTY à ce que je vois, ce qui est un peu bizarre, parce que j'ai coché le français, donc on va recliquer sur ça, non, ça fait pas ça, non, bon, ok, d'accord. Donc hop, non, en appuyant là-dessus ça change rien. On va recliquer là-dessus et on va essayer de trouver la langue. C'est dommage, ce clavier a pas l'air d'être le clavier Android brut, vous savez, la version vraiment celui d'Android. Donc c'est peut-être pour ça que GoKeyboard est installé, c'est tout simplement parce que il doit pas faire le LaserTy et certaines autres dispositions de touches par défaut, et ne faire que le QWERTY, même si on essaye de trouver un truc. Donc on est obligé d'installer un clavier alternatif dessus si on a envie de s'en servir bien comme il faut. Donc bon, c'est pas un si gros problème que ça, car sincèrement sur Android 2.3, je vous conseillerais très sincèrement d'installer tout simplement un clavier alternatif, comme par exemple SwiftKey ou par exemple TouchPal ou ce genre de truc. J'ai fait une vidéo sur l'installation des claviers alternatifs sous Android, donc je vous conseille de cliquer ici pour voir comment on fait. C'est pas bien difficile, logiquement, ça devrait pas être un gros obstacle pour vous, même si vous y connaissez vraiment pas grand chose. Donc ensuite, gestionnaire de fichiers, etc. Il a l'air de venir avec tout ce qu'il faut, a priori. Facebook et YouTube déjà installés, Twitter non, bizarrement. Habituellement, Facebook et Twitter font partie des trucs installés par défaut. Maps est installé par défaut. Ah, il doit y avoir un GPS, si je dis pas de bêtises, on va voir ce que ça donne. Et non, pas de GPS pour celui-là. C'est vraiment le strict minimum, hein. Et il est routé par défaut, prouvant que c'est une ROM alternative à ce que je vois. Donc c'est bien aussi si vous cherchez le route. Si vous cherchez à avoir le route facilement sur un téléphone chinois, c'est sûr que c'est clair que c'est pas une très mauvaise idée d'acheter un Lenovo, parce que les Lenovo, en gros, comme il faut une ROM alternative pour qu'ils fassent le multilingue, et que donc du coup les sites internet de revendeurs chinois, etc., ont tendance à vouloir, surtout les bons revendeurs comme Tiny Deal ou ce genre de truc, à vouloir faire en sorte que vous ayez
ayez bien entendu la possibilité d'avoir votre langue dans le téléphone, eh bien, ils sont obligés d'installer une ROM alternative. Alors, donc, un autre truc qui peut être intéressant, c'est que, vous voyez, ils ont mis SuperSU comme routeur en premier. Ce qu'il y a de bien avec SuperSU, c'est que si vous vraiment vous voulez pas du root parce que vous trouvez que c'est pas une bonne idée, vous pouvez cliquer sur suppression complète du root ici, et puis hop, vous pouvez donner ce téléphone à quelqu'un auquel vous avez peut-être peur que ça pose problème, etc., et qu'il risque de briquer le téléphone ou ce genre de truc si on lui laisse le root. Après, il faut vraiment être aventureux pour que le root pose problème et qu'on puisse briquer le téléphone avec. Faut s'y connaître un minimum, parce que le root c'est pas non plus la porte ouverte à la suppression de tout et n'importe quoi si on n'utilise pas par exemple un logiciel comme ES File Explorer et qu'on active volontairement la fonction root à l'intérieur de ce truc-là. Donc faut vraiment, enfin voilà, faut que la personne faut qu'elle connaisse l'existence de ce genre de truc. Donc voilà quoi, c'est pas. Et puis pour réinstaller une ROM, logiquement, ça doit pas être si difficile que ça, étant donné que comme ils ont mis une ROM alternative, ça veut dire que l'injection de ROM doit être et que le firmware lui-même doit être trouvable sur internet et donc réinjectable en cas de problème. Encore un avantage pour ce genre de téléphone par rapport aux autres téléphones, donc de différentes marques un peu inconnues, voire même ceux qui n'ont pas de marque du tout, que l'on pourrait acheter en Chine. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais mettre une carte SD dedans, je vais installer plein de programmes dessus, etc. Je vais l'utiliser pendant au moins une semaine, et je reviens vers vous pour voir ce qu'il en est, etc. à long terme. Et me revoilà après avoir testé ce téléphone pendant un petit moment. Alors commençons déjà par récapituler quelques trucs. Ce téléphone est à moins de 45 €. Il a un processeur dual-core MTK 6572, 256 MO de RAM, 512 MO de ROM dont seulement 200 pour installer des applications, le support des cartes SD jusqu'à 32 Go, et il a aussi la 3G, ce qui est assez rare à ce prix-là aussi, un écran 3,5 pouces capacitif d'une précision honnête, et un écran qui a, disons, un angle de vue qui est tout à fait correct dans ce sens-là, même très bon, et dans ce sens-là, tout à fait convenable, mais sans plus. Donc, vous voyez un petit peu l'idée quand même, on est à 45 €, et je vais vous rappeler ce qu'on a priori à 45 €, normalement, enfin plus ou moins entre 50 et 30 € sur les téléphones bas de gamme en Chine, habituellement, enfin les téléphones qu'on peut donc acheter dans ces eaux-là, au niveau du prix, eh bien, habituellement, on a un téléphone avec un simple cœur, sans la 3G. Enfin, parfois on a la 3G, parfois, on peut avoir aussi parfois des dual-core, mais pas la 3G par contre. Enfin bon voilà, on a toujours 256 MO de RAM, on a toujours aussi peu d'espace pour installer des applications. Enfin bon bref, c'est à peu près exactement le même téléphone, sauf que il est quand même moins performant au niveau du processeur. Et aussi, habituellement, l'écran est pourri, juste moisi, mais à un point pas possible. Aussi, d'autres trucs à savoir, c'est pour l'autonomie. Car là, on va parler du gros bon point de ce téléphone. Habituellement, les téléphones qui sont dans ces prix-là, ils ont une autonomie d'environ, on va dire en veille à peu près, dans les 90 heures en moyenne, entre 80 et 120 heures à peu près. Là, celui-là, en veille, il a 180 à 200 heures en veille. C'est juste incroyable. 180 à 200 heures en veille. Quand je dis en veille, ça veut dire en veille, mais avec des emails avec les emails qui sont relevés toutes les 10 minutes. Donc du coup, ça veut dire que c'est pas une veille totale. Imaginez si vous avez pas paramétré l'application email ou que vous avez paramétré l'application email pour qu'elle ne relève pas automatiquement les emails. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Là, on a vraiment un téléphone qui a une sacrée autonomie. Et je vous le donne en mille, l'autonomie en vidéo, elle est jusqu'à 9-10 heures. 9-10 heures d'autonomie en vidéo en 480p, ce qui est une résolution tout à fait convenable pour considérer l'écran, et elle peut lire aussi du 720p, et du 720p, logiquement, on devrait avoir au moins 7 heures d'autonomie. Vous vous rendez compte un peu de l'idée quand même, on a vraiment une très très bonne autonomie en vidéo, alors que habituellement ce genre de marge, enfin de ce genre de prix quoi, on a vraiment de la merde au niveau de l'autonomie. 3 ou 4 heures d'autonomie, 4 heures c'est vraiment en étant optimiste sur cette tranche de prix sur les téléphones de ce type là quoi. Donc c'est juste incroyable ce que Lenovo a réussi à faire. Ils ont réussi à mettre tous les bons points qu'on aurait envie d'avoir à l'intérieur d'un téléphone qui est vraiment très peu cher et qui en plus de ça est plus performant que la moyenne des téléphones que l'on peut trouver dans ces prix là. Donc vraiment excellent quoi. En fait, pour en faire un téléphone parfait, il suffirait juste de lui mettre 512 MO de RAM au lieu de 256 et de mettre un peu plus de ROM, genre 2 Go de ROM ou un truc comme ça. Malgré tout, le problème, c'est qu'en faisant ça, eh bien, ça serait plus du tout le même prix, quoi. Ça serait plutôt dans les 70 €, quoi, tout simplement. Et, enfin, 70, 80, 90, vous voyez, c'est une grande différence de prix dès qu'on passe, disons, à des caractéristiques largement supérieures.
Donc en fait, ce qui fait que 256 MB de RAM et 512 MB de ROM, ça coûte beaucoup moins cher que de passer directement un petit peu au-dessus, c'est tout simplement parce qu'on peut faire tout ça en une seule puce, une puce vraiment pas chère, qui contient directement dans une seule puce 256 MB de RAM et 512 MB de ROM. Si on veut plus que ça, on est obligé d'utiliser deux puces différentes, etc., séparément, etc. Donc du coup, ça coûte beaucoup plus cher à fabriquer, ça n'est plus du tout le même genre de prix. Donc pour les maigres défauts qu'il y a dans ce téléphone, alors là franchement il y en a vraiment pas beaucoup. Donc étant donné que c'est 256 MB de RAM, beaucoup de jeux ne fonctionneront pas parfaitement bien. Là tous les jeux du bas là fonctionnent sans aucun problème, notamment Badland qui est absolument excellent comme jeu, qui utilise pas beaucoup de RAM par contre, donc du coup c'est pas du tout un problème. Par contre il est assez gourmand au CPU, et le CPU lui pose aucun problème. Les autres là ici ils ont tendance à ramer mais sévère à cause du manque de RAM. Et Jackpot Joyride est à peine jouable étant donné qu'il fonctionne parfaitement bien, mais à chaque fois que ça charge un nouveau fond d'écran ou de nouveaux trucs qui sont pas encore apparus, genre par exemple des missiles ou je sais pas quoi, ce genre de truc, il se met à faire un gros lag, alors du coup c'est pas terriblement utilisable. Donc c'est vraiment pas un téléphone pour les jeux, vraiment pas du tout adapté pour les jeux. Mais tout le reste fonctionne parfaitement bien, Google Maps, etc. Il y a juste un manque de GPS si on a vraiment envie de se servir de Google Maps d'une manière totalement, optimal quoi, mais sinon franchement tout fonctionne quoi, l'application YouTube fonctionne bien, le navigateur internet par défaut ainsi que Opera Mini fonctionne parfaitement bien, enfin bon, franchement c'est absolument excellent. Et comme vous l'avez remarqué, le son de la caméra aussi est excellent, ce qui est une première, j'ai envie de dire, dans ce genre de prix, parce que sincèrement habituellement le son il est ou totalement étouffé, ou il grésille, ou il est pourri, enfin bon, ça dépend complètement du téléphone, mais là dans ce cas-là, juste parfait. Aucun problème. Et cette qualité-là, vous avez encore une meilleure qualité quand vous téléphonez, etc. avec ce téléphone-là, parce que ça utilise le même micro, mais comme vous êtes plus près, eh bien, il n'a pas besoin d'augmenter autant le volume. Donc vraiment, le micro est excellent, le haut-parleur aussi excellent, même le haut-parleur qui sert pour les jeux, ou quand on s'en sert, vous savez, genre, sans brancher de casque, ou de kit d'oreillette, ou je ne sais pas quoi, pour écouter de la musique, ou peu importe. Même ce haut-parleur est tout à fait honnête, hein. Bon, il grésille peut-être un petit peu quand même quand on met à des volumes assez forts, mais sinon, franchement, il est tout à fait honnête, mais beaucoup, largement au-dessus de la mêlée de ce que j'ai pu voir dans des prix de ce genre, hein, sincèrement. Et au niveau des bugs, franchement, ce firmware, il en contient aucun. Je n'ai pour l'instant vu aucun bug, rien du tout. Et j'ai vu aussi que, vous voyez, ils ont utilisé un launcher qui n'est pas le launcher officiel, ils ont modifié eux-mêmes le launcher officiel d'Android 2.3 pour faire en sorte déjà qu'il ressemble un peu plus à Android 4.0, mais aussi, vous voyez qu'ils ont mis des raccourcis sympatoches, notamment le navigateur internet avec les SMS, les contacts et le téléphone, au lieu d'avoir, comme sur le launcher officiel de 2.3 ou de 2.2, seulement le téléphone et internet de l'autre côté. Enfin franchement je trouve que c'est un bien meilleur choix d'avoir mis tout ça, et aussi un truc qui est pas mal pour les gens qui sont un peu noob, vous voyez, on peut pas changer les icônes qui sont en bas, on peut absolument pas les enlever, les changer ou ce genre de truc. En fait c'est tout le temps une icône pour navigateur internet par défaut, truc des SMS par défaut, truc de téléphone par défaut, c'est-à-dire que si vous avez deux navigateurs internet, quand vous cliquez dessus et que vous avez donc deux navigateurs internet, eh bien, il vous demande le choix du navigateur internet, sauf si vous en choisissez un par défaut, vous cochez la case et vous choisissez le navigateur internet par exemple, ou Opera Mini, etc. Et ce bouton sera tout le temps le navigateur internet que vous aviez envie de mettre, genre Opera Mini, ou le navigateur par défaut, ou Opera Mobile, peu importe, celui que vous avez envie de mettre. Donc, aussi un autre truc qui est génial, vous avez vu qu'ici il y a Personal Hotspot ici, et vous savez que sur Android 2.3, c'est pas tous les téléphones, surtout quand ils sont bas de gamme, qui ont la possibilité de pouvoir avoir tout simplement ce qu'on appelle le partage de connexion 3G via le Wi-Fi ou via l'USB. Et ce truc-là, il a donc un menu, il suffit juste de cocher dessus, de mettre via USB par exemple, et hop, vous êtes connecté en USB, en le branchant sur votre ordinateur sous Windows ou sous Linux, directement votre connexion 3G est partagée à votre ordinateur. Et donc ça c'est une fonction qu'on voit très rarement sur les téléphones bas de gamme, surtout les téléphones bas de gamme, comme je vous l'ai dit, dans ces prix-là, quoi, qu'on pourrait acheter en Chine, ils ont souvent cette fonction-là enlevée pour des raisons d'économie de RAM, parce que c'est une fonction qui utilise un peu de RAM, etc. Donc du coup, ils l'enlèvent. Eh bien pas sur ce téléphone, et ça n'handicape pas du tout au niveau de la RAM aussi, parce que comme je l'ai dit, ce téléphone pour 256 MB de RAM, il arrive à faire fonctionner beaucoup plus de choses que les autres, hein. Il a été vraiment optimisé, mais énormément. Un autre truc par contre dans la catégorie défaut que je pourrais dire dans ce téléphone-là, c'est que quand vous paramétrez le Google Play Store pour la première fois, avant d'ouvrir le Google Play Store, il faut que vous alliez ici,
et que vous cochiez ces deux cases-là, parce que si vous oubliez de les cocher, le Google Play Store refusera de tout simplement de pouvoir mettre, vous savez, votre adresse email Gmail quoi, et ensuite votre mot de passe, vous faites suivant, et là, il refuse de fonctionner. En fait, il faut que vous cochiez d'abord ces deux cases, ensuite vous rouvrez le Google Play Store, vous tapez vos identifiants Google, et là, ça fonctionne sans aucun problème. Mais voilà, comme c'est décoché par défaut, ces deux options-là, eh bien, ça peut, comment dire, ça peut rendre l'opération un peu confuse, quoi, et on comprend pas pourquoi ça veut pas fonctionner. Mais sinon, aucun problème si on sait qu'il faut cocher ce truc-là, et il fallait le savoir. Un autre truc aussi à savoir, c'est que le Wi-Fi, qui se trouve dans un sous-menu d'ailleurs, le Wi-Fi, si vous allez dans Options avancées ici, et que vous choisissez l'option Wi-Fi toujours actif en veille, vous cliquez dessus, et là il y a marqué qu'en fin de compte il va se désactiver automatiquement au bout de 15 minutes. Habituellement quand on met toujours, c'est réellement toujours, hein. Ça veut dire que le Wi-Fi reste toujours activé même quand vous êtes en veille. Et là malheureusement on peut pas avoir cette option sur ce téléphone là, donc si on veut que quand l'écran est éteint, que le téléphone relève les emails automatiquement, il faut obligatoirement que ça utilise votre carte SIM, c'est-à-dire votre compte 3G ou ce genre de truc. Bon, c'est pas un si gros problème que ça étant donné que les emails, ça prend absolument aucune place à télécharger ou ce genre de truc. Donc du coup, même si vous avez un forfait avec seulement 30 MO, etc., ou ce genre de truc, genre comme le forfait à 2 € de chez Free ou ce genre de choses, ça va pas vous faire du hors forfait même au bout d'un mois de relevé d'email, sauf si vous avez vraiment genre 30 emails par jour ou plus encore. Donc bon, c'est pas un si gros problème, mais bon voilà quoi, c'est avec un téléphone comme ça, c'est quand même recommandé d'avoir un. Enfin, si vous relevez les emails souvent, ce genre de truc, c'est quand même recommandé d'avoir un compte, comment dire, assez avec un nombre de MO par mois qui est à peu près convenable, quoi. Bon, après, vous pouvez désactiver les données, vous voyez, tout simplement, d'un seul clic dans la barre de notification, quoi. Il suffit juste de la déplier. Vous avez plusieurs sous-menus, voilà, je vous ai déjà montré comment c'est foutu, et il suffit juste de le désactiver, hop. Et là, il ira jamais récupérer des données, etc., et jamais consommer de données, etc., en arrière-plan, que ce soit éteint ou allumé au niveau de l'écran. Donc, pas de problème, il y a cette option qui est facilement accessible. Donc du coup, ça c'est une très très bonne chose si vous avez un petit forfait. Donc aussi du côté des défauts, il y a le fait que ce téléphone-là, quand c'est la version d'origine de Lenovo, c'est-à-dire la version totalement non modifiée, eh bien, elle n'a pas le français, elle a que l'anglais et le chinois, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, et donc du coup, ça veut dire que si vous voulez l'avoir avec le français préinstallé, et l'installer vous-même, sincèrement, je vous recommande de ne pas essayer, parce que vous allez briquer le téléphone, franchement, sincèrement, ça va être très très facile à briquer avec ce truc-là, donc je vous conseille de l'acheter dans un site internet de confiance qui le propose en français. J'ai vu que TinyDeal le proposait en français, donc pas la peine d'installer de ROM ou je ne sais pas quoi, vous aurez une ROM qui est comme celle-là, c'est-à-dire comme la ROM d'origine, quoi, mais avec le français préinstallé. C'est une modification qui est assez difficile à faire, même en ayant à le router ou ce genre de truc, ça demande des grosses modifications pour ajouter le français, et donc du coup, si ça vous dérange de ne pas avoir le français, eh bien il faut l'acheter sur un site qui vous propose la ROM française à l'origine. Donc c'est vraiment, faut le savoir, quoi, mais si on le sait, eh bien c'est pas vraiment un problème, parce que ces sites-là ont pas tendance à le proposer beaucoup plus cher que si vous l'achetez en chinois, quoi, enfin en chinois et en anglais. Donc du coup, bon, c'est vraiment pas un si gros problème. Donc je vais vous montrer comment fonctionnent les jeux qui manquent de RAM sur ce truc-là, pour que vous puissiez voir ce que ça donne, et pourquoi sincèrement je vous le recommande pas du tout si vous voulez faire fonctionner des jeux. C'est vraiment un smartphone pour faire fonctionner tout sauf les jeux. En multimédia, il est très très bon. Alors, je vous ai pas dit l'autonomie que ça donnait en lecteur MP3, mais quand vous avez vu qu'on peut avoir jusqu'à 10 heures rien qu'en lecture vidéo, ça veut dire qu'en MP3 on doit exploser les 40 heures, quoi. Donc voilà, on peut l'utiliser toute la journée en lecteur MP3 et avoir malgré tout largement assez de batterie pour pouvoir s'en servir comme téléphone ensuite, ou pour faire quoi que ce soit sur votre téléphone, je sais pas, au retour du boulot, ce genre de truc. Donc sincèrement, ce téléphone-là, franchement, aucun problème de batterie, hein. Vous rendrez, enfin franchement, faudrait vraiment s'en servir énormément pour manquer de batterie à la fin de la journée, parce que avec 10 heures en vidéo, ça veut dire que vous avez entre 5 et 15 heures d'autonomie avec l'écran allumé, suivant ce que vous faites, genre page internet ou ce genre de truc, quoi. Comme vous l'avez vu, ce jeu avait carrément pas assez de RAM
pour démarrer, il a carrément craché par manque de RAM. Donc ça c'est ce qui se passe quand il y a vraiment pas du tout de RAM. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ce jeu-là, d'habitude, il a tendance à démarrer, hein. Là je sais pas pourquoi, il a pas démarré du tout, mais habituellement, ce jeu-là, quand il démarre, eh bien ce qui se passe, c'est que c'est pas du tout fluide, c'est totalement injouable, etc. Alors que ce processeur-là, si tu lui mets 512 MO de RAM ou 1 Go de RAM, mais à partir de 512 MO de RAM, ce jeu-là, il fonctionne sans aucun problème, quoi. Donc voilà, ce processeur-là, on peut le trouver dans des téléphones beaucoup plus haut de gamme que celui-là, hein, habituellement. Donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve, d'avoir mis un processeur de ce genre-là, plutôt qu'un processeur ultra bas de gamme, parce que au final, certes, on n'a pas l'intégralité de ce que pourrait proposer ce processeur sur un téléphone, on va dire, avec plus de RAM que ça, mais malgré tout, ça fait en sorte que le navigateur internet, ce genre de truc, aussi la consommation électrique en lecture vidéo et ce genre de truc, est largement supérieur à ce que vous auriez eu sur un téléphone bas de gamme avec un processeur ultra bas de gamme, comme un processeur Spectrum un peu pourri comme on a habituellement sur ce genre de truc. Attention, préparez-vous au festival du lag? Ah non, même pas. Décidément, ce jeu-là aujourd'hui a pas envie de fonctionner. Enfin bref, en tout cas, comme je vous l'ai dit, beaucoup de jeux récents, etc. sont pas fluides du tout. Le premier Angry Birds fonctionne correctement, Doodle Jump aussi, Cut the Rope 1 et 2, etc. fonctionnent bien, Badland, etc. fonctionnent bien, parce que ce sont des jeux qui utilisent pas beaucoup de RAM, mais qui utilisent un processeur forcément très haut de gamme, mais quand même ont besoin d'un processeur un minimum correct. Par contre, un truc que je regrette, c'est que sur ce téléphone-là, ils utilisent pas ZRAM pour faire en sorte que, malgré qu'il y ait que 256 MO de RAM, on pourrait faire fonctionner parfaitement bien, genre Jetpack Joyride, Subway Surfer, Temple Run 2, ces trois jeux-là au moins, et aussi Angry Birds, fonctionneraient parfaitement bien s'ils avaient mis ZRAM dedans, alors qu'il n'y a pas ZRAM dedans. On va comprendre pourquoi ils ont pas mis ZRAM dedans, mais bon. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que, franchement, ZRAM, ce qu'il y a de bête avec ce truc-là, c'est que ça a tendance à, à rendre le fonctionnement un petit peu moins homogène, disons. C'est-à-dire que la première fois qu'on ouvre un programme, c'est super lent, la deuxième fois, ça devient un peu plus rapide, ce genre de truc, parce que ça a eu le temps de compresser tout ce qu'il y avait en arrière-plan, et la deuxième fois, bah, c'est déjà compressé. Le truc, c'est que si on n'utilise pas ZRAM, eh bien, la première fois qu'on l'ouvre et la deuxième fois qu'on l'ouvre, ça sera la même chose, quoi, ça s'ouvrira à la même vitesse. Si ça fonctionne pas la première fois, ça fonctionnera pas non plus la deuxième fois du tout. Alors que Jetpack Joyride, avec un téléphone qui utilise ZRAM, au départ, il rame complètement, quoi, et au bout d'une minute de jeu, quoi, il fonctionne parfaitement bien, par exemple. Ben, avec ce truc-là, eh bien, ça fonctionnera pas super bien du tout, et ça fonctionnera jamais super bien du tout, quoi. Mais sinon, voilà, quoi. Donc c'est, comme je le disais, c'est vraiment pas un téléphone fait pour les jeux, mais pour tout le reste, sincèrement, je le recommande, mais énormément, hein, pour n'importe qui aurait juste besoin d'un téléphone qui ferait, je sais pas, Internet, la 3G, etc. Enfin, tous les trucs que pourrait faire un téléphone, genre utiliser des applications, etc., etc. Du moment que ça touche pas au jeu, c'est absolument parfait. Et c'est largement supérieur à énormément de téléphones que vous pouvez trouver jusqu'à 90€. Que vous pouvez, donc, je coupe le son parce que j'ai l'impression qu'on va pas m'entendre. Donc des téléphones qu'on peut trouver jusqu'à 90€ chez nous peuvent être inférieurs à ça. Bon, bien entendu, si vous prenez un Wiko à 60€ ou ce genre de truc, presque 70€, je veux dire, eh bien il sera un peu supérieur à celui-là, bien entendu. Mais la qualité de fabrication sera certainement pas du tout la même, parce que Wiko, ils ont tendance à avoir des gros reproches au niveau de la qualité de fabrication. Celui-là, sincèrement, si c'est exactement du même niveau que l'autre, le Lenovo, vous voyez, je vous l'avais dit, quand ça charge de nouveaux trucs, etc., Jetpack Joyride, il fonctionne pas du tout correctement, alors que parfois il peut fonctionner un petit peu fluidement, et puis ensuite, pop, dès que ça charge un truc en RAM en plus, vu qu'il n'y a pas assez de RAM, il doit libérer quelque chose derrière, et là ça fait un gros lag, quoi. Donc vous voyez un petit peu l'idée, quoi, vraiment pas du tout fait pour les jeux, mais sinon, voilà, comme je vous l'ai dit, la qualité de fabrication est incroyable, sincèrement, bon, il est très épais, c'est le reproche qu'on peut lui faire, par rapport à ça, quoi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si on veut faire du solide, et si on veut faire une bonne autonomie, et si on veut faire des performances tout à fait honnêtes, avec un téléphone qui coûte en même temps pas cher, eh bien on va être obligé quand même de faire en sorte qu'il y ait une petite contrepartie, quoi, et la contrepartie c'est l'épaisseur pour la batterie notamment, et franchement, mais sincèrement, en dehors de ça, bon, l'épaisseur c'est à peu près 1 centimètre en fait, mais voilà, quoi, c'est pas non plus hyper épais, quoi. Mais sinon voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire à propos de ce téléphone, et sincèrement, encore une fois, chapeau, quoi, hein. Franchement, je m'attendais à quelque chose de bien, quoi, je m'attendais à genre 5 heures d'autonomie en
en vidéo, ce genre de truc, quoi. Je m'attendais à quelque chose de légèrement supérieur à ce que l'on peut trouver au même prix sur une marque, voilà, un truc plus ou moins no-name, etc. Mais là, franchement, m'attendre à un truc qui soit pratiquement au niveau de l'autonomie, c'est plus du double supérieur à l'origine, aux autres trucs, donc comme je disais, d'autres marques un peu inconnues, ça je m'y attendais vraiment pas du tout. Au niveau des performances, comme je disais, c'est à peu près identique, mais c'est plus stable, il y a moins de problèmes de fiabilité avec ce téléphone, donc sincèrement, franchement, si vous avez envie d'acheter un téléphone en dessous de 50 € en Chine, c'est celui-là ou c'est rien du tout. Sincèrement, je crois que c'est ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire sans aucun problème, franchement. Celui-là ou rien du tout, quoi. Et sinon, il va falloir mettre un peu plus cher. Allez, salut à tous et à la prochaine!